Aujourd'hui, du coup, on va parler des rituels. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'écrire un article sur Super Potion et faire un podcast aussi autour de ça. Parce que depuis que j'ai lu le livre de Martin Lindstrom, Biology, j'arrête pas d'en parler partout dans mes podcasts, à mes clients, à toi aussi. Et voilà. Et du coup, ce livre, il est bourré d'expériences super intéressantes sur le comportement d'achat des consommateurs. Est-ce qu'on fait des achats conscients, inconscients, émotionnels, etc. Et du coup, quel lien il peut y avoir entre une marque et le rituel à proprement parler. Mmh. Donc, quand on pense rituel, on pense spiritualité, on Ouais. pense aussi religion. Et du coup, il en parle dans son livre en faisant des expériences, en interviewant d'abord quelques éminents représentants des différentes religions, donc le catholicisme, le bouddhisme, le protestantisme, l'islam, tout ça. Et en interviewant ces personnes-là, il s'est rendu compte qu'il y avait des piliers communs entre toutes ces religions. Donc ces piliers communs, ce sont le sentiment d'appartenance, une vision claire, le pouvoir sur les ennemis, l'attrait sensoriel, la narration, la grandeur, l'évangélisation, les symboles, le mystère et les rituels. Donc c'est assez intéressant de voir le branding, la Mmh. création de marque, la stratégie d'un point de vue spirituel aussi, d'un point de vue religion, etc. Parce que si les religions ont réussi à fidéliser pas mal de gens, alors, quand je dis pas mal, c'est un peu le monde entier. Qu'en est-il des marques et est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces préceptes-là, sur ces piliers-là pour construire une marque qui a du sens, une marque qui s'enracine vraiment dans l'inconscient du consommateur. Donc aujourd'hui, je pense que ça pouvait être intéressant d'aborder le thème des rituels. Mmh. Et pour commencer, un rituel que pas mal de gens doivent savoir, alors là, on n'est pas sur les spiritueux, on est plus sur la bière, mais ça correspond à la marque Guinness. Guinness qui, alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas, moi, je ne le savais pas il y a quelques années, maintenant je le sais. Mais généralement, il y a une certaine manière de verser une Guinness. Il y a pas mal d'articles qui en parlent, comment verser la Guinness parfaite, etc. Donc, il y Mmh. a tout un rituel qui s'est créé autour de l'écoulement de la Guinness et le fait que ça se stabilise, etc. Voilà, il y a même une certification, Il y a même une ouais. certification, ouais, on peut apprendre, on peut être certifié Guinness. Donc, c'est sûrement ce que j'ai dû euh, expérimenté à Melbourne parce qu'avant d'aller à Melbourne, je ne savais pas. J'allais dans un bar en France et puis on me servait une Guinness et puis je la buvais. Hein. Il n'y avait pas tellement d'attente ou alors ça dépend peut-être des bars. Et puis je me suis retrouvé à Melbourne et à commander une Guinness dans un bar et j'attendais trop longtemps et j'avais trop soif et du coup je me demandais ce qui se passait. Et en fait, le mec, le barman m'a dit non, mais une Guinness, ça se sert d'une certaine manière. Je me suis dit, OK. Bon, il parlait anglais assez rapidement, en australien, tout ça. Donc, je me demandais si j'avais bien compris ce qu'il me disait ou pas. Et au final, il m'a appris que voilà, il fallait le servir en plusieurs strates, qu'il fallait commencer à écouler doucement, puis attendre, puis recouler, puis attendre, etc., jusqu'à arriver au bord. Après, tu slashes la mousse, etc., tu la verses à ras-bord. Donc voilà, tout un rituel autour de ça. Et au final, le fait d'avoir attendu longtemps ma bière, et Mmh. d'avoir appris ce côté, si on la verse comme ça, elle est meilleure. Au final, ça a marché. Implicitement, j'ai dégusté ma Guinness et je me suis dit: «Ah, elle est trop bonne» et cetera. Donc je ne sais pas si c'est, implicite, s'il y avait un rapport avec ça ou si c'est du pur, marketing, Il y a même spirituel, un un peu judicieux. il y a même un timing précis à respecter, Ouais, potentiellement. un time précis, Au dixième de seconde près, mais bon, ça, c'est un ouais, peu plus, qui est de mais 119,53 secondes et c'est une campagne de pub qu'ils ont fait, je crois que c'était en 90 quand ils ont commencé à parler de cette manière de verser une Guinness et en gros, il y avait, différentes campagnes de pub, une qui s'appelait, «Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent». Bon, c'était en anglais, hein. Et puis, il faut 119,53 secondes pour verser la pinte parfaite. Donc, ils ont réussi. Au final, ça venait
le problème venait du fait que beaucoup de gens attendaient que leur bière se stabilise voilà, en Irlande quand ils ont lancé leur stout. Et les gens attendaient, et les gens, ils n'avaient pas, comme moi, ils étaient impatients de boire, ils n'avaient pas du temps à perdre à verser une bière. Et du coup, ils ont fait de leur faiblesse une force et ils ont totalement shifté le truc et en communiquant dessus de manière hyper intelligente. Et en gros, ils ont fait plein de campagnes de pub, plein de campagnes de com autour de ce rituel d'attendre à peu près 2 minutes pour être servi. Donc, ils ont réussi à transformer l'essai et une faiblesse et a Devenu été une transformée en force. une force. Ouais, ouais, et c'est C'est complètement même, fou. c'est même devenu que si le mec te la sert trop vite, t'as envie de lui dire recommence, quoi. Ou c'est Ouais, quoi ce non, c'est travail clair. bâclé? C'est pas comme ça. Enfin, tu peux Ouais, et pas puis boire ça. d'autant plus que maintenant qu'il y a la certification, peut-être que c'est encore plus tabou de mal servir une Guinness, etc. Et puis après, je ne sais pas depuis quand date la bille aussi dans la canette de la Guinness, qui fait que Mhm. tu as l'impression d'avoir cette même légèreté et cette même densité quand tu te verses une canette de Guinness que tu as achetée à Carrefour dans ton verre. Donc, je ne sais pas si ça date si c'est avant, après, ou s'ils sont servis de ce côté rituel pour en faire toujours plus. Mais en tout cas, voilà, il s'est passé un vrai truc, un vrai shift de la part de Guinness et c'était très bien senti à ce niveau-là. Donc, on peut dire que voilà, ça a créé un rituel et que ce rituel, les gens maintenant l'attendent et l'apprécient et font en sorte que quand ils pensent à Guinness, ils pensent plus qu'une bière, quoi. Ils pensent à vraiment un rituel de versement, d'écoulement Il y de a, liquide. doit aussi y avoir une dimension de valorisation du consommateur qui est au fait de cette chose-là et qui Mm. va peut-être se sentir spécial enfin, ou avoir le sentiment d'être un connaisseur et de savoir comment il faut servir et qu'il y a en gros les initiés et les non-initiés, quoi. Ouais, Et peut-être même, du coup, si tu vas dans un pub où ça va vite et tout, où peut-être le mec va même se sentir plus qualifié que les gens qui le servent. ouais, et puis tu vas vouloir le partager avec les gens aussi. Mm. Dire ah mais tu sers ta Guinness comme ça, bah non c'est comme ça qu'on la sert, etc. Moi j'avais pas mal de potes barman qui me le disaient aussi et donc tout le monde le sait dans le milieu. Sûrement pas tous les consommateurs de Guinness le savent. Peut-être qu'il y en a un Mhm. peu plus maintenant qui écoutent le podcast qui le sauront. Maintenant, Et ouais. toi, de ton côté, est-ce que tu as pu voir des rituels plus au niveau spiritueux, peut-être des choses qui existent ou qui se sont mis en place Alors côté spi, moi j'ai reçu un truc récemment je pense, colle bien au sujet. T'as le café cognac, t'as le café calva, et du coup je vois, j'ai vu que Christian Drouin là, il faisait une OP là-dessus justement pour faire un peu, on remet le café calva au goût du jour. Du coup, ouais, il y a ce côté d'associer son spiritueux à un certain mode de consommation et puis juste ça crée une dynamique pour activer des bars, pour activer des brasseries et lancer ce truc, quoi. Qui est Et le peut-être. café Calva, pour rappel, c'était plus une habitude des ouvriers, non, de classe, Alors là, de classe assez pauvre en France. Il me semble que c'était ça. là, je t'avoue, je saurais pas. J'ai pas vu le truc en détail, mais j'ai vu ça. Ça m'a fait penser au sujet, du coup, parce que moi, je sais que j'avais des amis qui systématiquement prenaient pour le coup, un café cognac quand on était en terrasse ou quoi, après le repas. Du coup, Ah, parce que moi, voilà. je crois qu'il y avait des prospects qui m'avaient appelé l'année dernière, ou il y a un an et demi, je ne sais plus, et ils voulaient remettre le Calvados au goût du jour, ils voulaient redonner les lettres de noblesse du Calva en France, parce que c'était trop associé justement au spiritueux du pauvre, entre guillemets, avec ce côté café Calva, etc. Il me semble que c'était les mineurs qui rentraient du travail et qui se faisaient ça Mhm. parce que c'était pas cher à l'époque et c'était ouais, dans leur rituel de consommation. Mais du coup, c'était plus associé à une classe pauvre plutôt qu'à une classe aisée, riche, etc.
Du coup, bon, après, il y a tout un côté positionnement. Est-ce que ton spiritueux doit être Ouais, il y a... premium? Est-ce qu'il doit être cheap, etc. Ça dépend de ta marque. Alors Mais pour le coup, là, il y a rien de cheap. Au contraire, je pense que ça rebondit aussi sur un côté le vintage qui est remis au goût du jour, qui devient cool en fait. C'est comme l'autre fois, on parlait de gentianes, de choses comme ça, de créer des gentianes, enfin remettre au goût du jour des spi qui sont associés à des choses très tradies, alcool à papa et compagnie. Et en fait, t'as des bars à cocktails qui les récupèrent et qu'en font des choses modernes. Et du coup, je pense il y a vraiment un mouvement global comme ça où ouais. qu'est-ce qui se faisait avant et qu'on peut re-rendre cool ou comment une génération plus jeune peut se réapproprier ces codes-là. Euh, Après, dans le monde des spiritueux, c'est jamais trop parti, ce côté enraciné, terroir, authenticité, aller voir vraiment ce qui s'est passé, peut-être même du côté mythologique, du côté très ancien, etc. Et puis, c'est du storytelling, c'est des histoires à raconter. Donc, et c'est pour ça que le rituel s'intègre vraiment bien dans ce branding et dans cette manière de raconter ton histoire en tant que marque. Donc, c'est vraiment important. Et puis, j'avais entendu un podcast il y a récemment sur The Future. C'est une chaîne YouTube et de podcast consacrée au branding. Et Chris Do interviewait une personne qui avait écrit un livre qui s'appelait Primal Branding, donc le branding primaire. Il avait écrit ça en 2005, un peu avant que Facebook éclate, etc. Enfin, et un peu avant tout ça. Et du coup, il était vraiment focus, concentré sur le fait de... Qu'est-ce que tu fais non, t'inquiète. Dac. Ouais, il était vraiment concentré sur le fait de réfléchir au branding, vraiment à l'essence même du branding et qu'est-ce qui se passait il y a 5000 ans et il y a 10 000 ans. Comment les gens communiquaient. Il y avait pas cet esprit, ce délire marque, forcément, Mhm. mais il y avait des manières de communiquer, conscientes, inconscientes, des manières de se dire des choses, etc. Et du coup, c'est un livre qui allie le branding moderne avec des rituels, des habitudes ancestrales, etc. Et qui sont au final peut-être restés dans nos gènes, dans nos Mhm. cellules, dans notre manière de fonctionner, dans notre inconscient collectif. Et donc, du coup, tout ça, c'est super intéressant et on peut faire aussi le lien avec les archétypes de Carl Jung qui permettent de Mhm. créer des marques encore plus spirituelles, encore plus enracinées dans les habitudes de consommation pour communiquer bien avec les gens, etc. On en parlera sûrement dans un autre podcast parce que j'ai écrit un guide complet sur les archétypes C'est de prévu, ouais. personnalité. Donc voilà, tu avais d'autres choses en termes de spiritueux, toi, sur les habitudes spirituelles? Alors, peut-être association, on parlait de Guinness, t'as un truc qui s'appelle le Boilermaker. Ouais, Je sais pas si tu vois, mais ouais. donc associer une pinte avec un shot, bah, souvent de whisky a priori. Mm. Et, euh, et j'ai l'impression aussi, alors je sais pas si ça se fait encore, mais je voyais des marques qui essayaient vraiment de se mettre sur ce créneau-là, de s'associer, parce que finalement, si tu arrives à associer ce moment de consommation d'une pinte avec un shot de Jameson, un shot de Bourbon, je crois qu'il y a Belette qui essayait d'entrer sur ce créneau, c'est très puissant et pareil, je pense que ça aussi, ça tourne autour du côté d'être un connaisseur, d'avoir, quand tu as ce genre de rituel. euh, mais voilà, je pensais au Boilermaker, il y a quoi? Bah, en ce moment, tu as la Old Fashion Week, euh, et du coup, des marques s'y associent, clairement. J'ai vu qu'il y a. Alors, en France, je pense que c'est Woodford Reserve qui est plus sur le truc, mais j'ai vu qu'aux US, c'est un autre Bourbon, Elijah Craig, qui reprend le truc. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des batailles entre les marques pour s'associer au cocktail, mais voilà, ils créent des moments. Et, et au final, du coup, on va associer le rituel, ou l'objectif, ça va être d'associer le produit avec un moment de consommation ou avec Ouais. un mode de consommation. Moi, je fais les. Donc, tu as le mode de consommation, c'est ce qu'on dit là,
le café Calva, le Boilermaker, ou alors tu as le mode de consommation, c'est ce qu'on disait avant sur Guinness par exemple. Ouais, c'est intéressant. Et puis le Boilermaker aussi, quand tu arrives à pairer correctement un très bon whisky, par exemple super tourbé ou un Herberg, un truc comme ça, avec une bière ultra légère pour le coup, pas une bière dense, je sais pas, une Pilsner limite de base, Mhm. tu arrives à boire les deux en même temps et arriver à des goûts, à des subtilités qui sont assez efficaces. Et effectivement, en Australie, ils étaient tous fans de ça. Le Boilermaker, c'était vraiment dans leur gène. Et je connaissais pas et j'avais goûté là-bas. Et pareil, c'était top. Et c'était un peu incongru. Et je l'ai vu en ce moment, je suis en train de mater une série qui s'appelle The Wire. Et D'accord, dedans, ouais. pareil, ils le font. Il dit ouais, un Boilermaker, etc. Où à chaque fois, ils commandent. Bon, c'est des mecs qui se torchent la gueule tout le temps. C'est des flics qui sont tout le Avec temps. du Jameson, Ouais, ouais. Il y a pour souvent du pour Jameson, ne mais pas en les tout cas, citer. Ouais, c'est des Irlandais, quoi. Des Irlandais, enfin des... C'est quoi ça? Ouais, non, c'est à Baltimore, mais c'est McNulty, ouais, je vois. ouais, bah oui, il est irlandais de base, mais en tout cas, ouais. Il commande à chaque fois du whisky et à chaque fois il dit mets-moi une bière avec. Et donc du coup, il y a ce côté ouais, anglo-saxon du rituel du Boilermaker et du coup peut-être qu'on peut en parler en tant que rituel effectivement. Et ça fait se poser la question. Est-ce qu'on crée un rituel du moment où on associe deux marques aussi? Parce que le co-branding, c'est aussi quelque chose d'assez puissant. Il y a Red Bull qui le font, il y a Coca qui le font avec Jack Daniels. Clairement, quand tu fais un whisky Coca, dans ta tête, tu penses à Jack Daniels plus Mm. Coca en fait. Ouais. Et ils en avaient même fait des canettes à part entière en co-branding. Je crois que il me semble qu'au Hellfest, ils avaient fait un stand spécial Jack Daniels Coca. D'accord. Alors ça remonte il y a 10 ans, un truc comme ça. Alors, je crois que le Hellfest, c'est plutôt Brest, Cola, des choses comme ça. Ah, peut-être maintenant, ça a dû changer, mais Non, en tout cas, il y avait un stand Jack, vraiment. Jack Daniels a fait un coffret. Alors, je sais plus si c'était Noël dernier ou c'est plus récent. Ils ont fait du coup vraiment là, le Jack avec le Coca. Hmm. Peut-être même un verre avec. Enfin, je sais pas, des coffrets comme ça. Mais sinon, ils ont leur RTD, mais c'est du Jack Daniels and Cola. C'est pas un co-branding pour le coup, c'est leur marque. Ok. C'est comme l'autre fois on parlait de Sus Tonic. Hmm. Bon bah c'est tonic, c'est pas brandé le tonic, hein, c'est En tout cas, ça peut faire sens de co-brander si jamais on a, je sais pas, des valeurs partagées, des valeurs communes avec une autre marque. Ça peut faire sens de vouloir faire du co-branding et puis d'associer un petit peu le meilleur des deux mondes et pour faire Mhm. quelque chose de plus grand, de plus porteur, de plus fédérateur, etc. Et Euh, mais enfin dans tous les cas, je pense que ça se rejoint. C'est si des marques veulent s'associer à tous ces moments-là, c'est que c'est justement parce qu'elles ont identifié qu'il y avait des rituels, des modes de consommation d'une certaine qui étaient populaires et se greffer à ça, c'est d'autant plus pertinent. Parvenir à être carrément même la marque associée au drink en question, t'as des marques qui vont. Enfin, t'as des trucs connus du cocktail, le Dark and Stormy, où carrément le Dark and Stormy est un cocktail copyrighté par une marque de rhum, quoi, par Gosling. Et du coup, ils vont jusqu'à attaquer en justice si une autre marque met en avant ce cocktail euh, dans sa communication. Donc, ils ont vraiment préempté le Dark and Stormy. Du coup, tu commandes un Dark and Stormy, normalement, c'est censé être avec du Gosling. alors là, on est dans T'as- la sphère du cocktail, mais est-ce qu'il y a vraiment un rapport avec le rituel pour le coup? bah, dans le- pour moi, c'est comme je te disais, je vois l'association en gros. Le rituel, dès lors que la marque se greffe dessus, c'est soit elle veut être associée à un mode de conso, soit à un moment de consommation. Donc le mode de conso, c'est ce qu'on se dit, la Guinness, ça doit être fait comme ça. J'ai vu là dans ton article, tu avais d'autres exemples, type de la Magners avec des glaçons,
une Corona avec un quartier de citron. Donc, tu as ce mode de conso qui devient associé et tu les dissocies plus. Dans le cadre du mode de conso, si on parle de café calva, ça peut être ritualisé parce que ça arrive à un moment précis après le repas ou je ne sais pas. Et du coup, pour moi, ça joue du rituel. Le cocktail, lui aussi, peut rentrer dans tout ça. Je pense à autre chose. Alors, sur les spices, je t'en avais parlé, c'était le Bartender's Handshake. Donc, je ne sais Ouais. pas si tu te souviens. Donc, les barman qui vont, quand ils vont dans un autre bar qui sont identifiés comme barman, ou que c'est des amis, on va souvent leur servir un shot, souvent d'un amer. Et ça devient un peu un rituel. Moi, je l'associe au rituel pour le coup. Alors du coup, c'est quoi exactement la vraie histoire Alors, la vraie pour histoire, ça? ça, je saurais pas vraiment te dire, Ou mais, l'histoire racontée, ou tu peux aller plus dans le détail de ce que tu viens de dire là? mais le principe, c'est que entre barman, c'est comme si tu as ta communauté de barman, et quand Hmm. ils visitent d'autres bars, il est coutume de leur offrir un shot. Donc, Ok, et du coup, on appelle ça une poignée de main de barman, quoi. Donc, un ok. shot. Et voilà, c'est coutumier. Alors, c'est soit quand tu arrives, soit quand tu repars. Et, euh, et du coup, j'ai lu que selon les villes, ça va être un spiritueux différent. Mais ça va être quand même marqué par un spiritueux, et voire même par une marque. Par exemple, tu as Fernet Branca qui est très populaire chez certains barman. Tu as le Chinar et tout. Et du coup, après, je sais pas si toi t'appelles ça rituel ou pas rituel, mais je sais pas, est-ce qu'il y a une différence entre une coutume, une habitude, un rituel? J'aurais tendance à un peu mélanger tout ça. Euh, mais si tu es une marque et que tu arrives à préempter ça, c'est juste génial. Ouais, bah Et, ça peut être une stratégie de différenciation vraiment puissante. Et là, tu parlais de Magners tout à l'heure. hmm, Magners, c'est un cidre qui est venu un peu sur le marché, alors que le marché du cidre était pas forcément folichon au début des années 2000, etc. Et la seule manière qu'ils avaient de se différencier, elle est venue un petit peu par hasard. Au final, ils n'ont pas changé leur recette, ils n'ont pas fait de mix-max ultime. Ils ont juste, par mégarde, trouvé qu'en servant le Magners avec des glaçons, ça rendait le goût un peu plus subtil. Et surtout, ça changeait la manière tout simplement de verser ce genre de boisson en restauration, enfin à un client. Et du coup, ils en ont fait tout un rituel et après, certains consommateurs appelaient ça même du Magners en ice, mhm. en référence à la manière dont on servait le cidre. Et ça a fait de cette marque une marque ultra populaire, justement grâce à ça. Et ça a fait un bond exceptionnel en termes de marketing, etc., en termes de vente. Et ils avaient juste ça. Hmm. Et le cidre, bon, bah, il peut ressembler à un autre cidre, etc. Mais la marque a mis en avant la manière de servir différemment son cidre. Hmm. Et ça l'a tout simplement différencié des concurrents. Donc, c'était Bah, un si, exemple assez si fou, je, quoi. si je fais le parallèle avec les cocktails, on est dans la même logique finalement. Si la marque s'associe à un cocktail et devient synonyme du cocktail en question, pour moi, Mm. ça vient de la même logique que ce rituel de Magners plus glaçon. Ouais. Ouais, je te suis Donc, à ce niveau-là. on Et revient après, il y au a, Jack. ouais. Qu'est-ce que- Après, il y a des rituels qui peuvent arriver de manière plus incongrue ou enfin, sur des paris même. Et c'est le cas de Corona où au final, Mhm. on aurait pu se poser plein de questions sur ce rituel de mettre le quartier de citron dans la bouteille d'eau, dans la bouteille de Corona, et puis boire, Mhm. etc., jusqu'à ce que ça pétille. Et ça, tout le monde le sait. Voilà, Corona, bim, tu mets le quartier de citron dedans. Et au final,
On peut se demander, est-ce que c'est un rituel qui vient de l'Amérique latine? Est-ce que c'est un rituel qui fait que je sais pas, l'acidité et l'amertume font en sorte de tuer certains germes, machin? On peut se poser plein de questions. Et au final, ça a juste été créé en 1981 par un barman qui voulait Hmm. juste se taper un trip, de proposer ça à ses clients et de voir si les autres barman pouvaient le proposer d'une même manière. Et au final, ce petit geste de rien du tout a fait éclater Corona et l'a fait passer devant Heineken aux États-Unis, quoi. Donc rien que ça. Et au final, c'est complètement fou, quoi. Tu te dis que les gens sont tout simplement fans de coutumes, d'habitudes, de rituels. Alors le côté rituel, il y a un côté spirituel. C'est sûr que coutumes et habitudes, c'est un peu plus routinier, ça fait peut-être un peu moins rêver. Quand on parle de rituel, il y a ce côté peut-être inconscient derrière ou ce côté ancestral. Mais tout ça pour dire que si vous avez une marque de boisson et que vous savez pas forcément comment la différencier des Hmm. autres consommateurs, je sais pas, par exemple une hard seltzer là en plein 2021 avec toutes ces marques qui se créent, réfléchissez bien. Est-ce que vous avez votre propre rituel autour de votre hard seltzer? Qu'est-ce que Comment vous la servez? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de différenciant, et cetera? Et on peut faire ça sur pas mal de choses. On peut faire ça sur le café, par exemple. Quand j'avais Hmm. lu un livre sur la manière de reprendre des forces, et cetera, il parlait de faire des naps, de faire des siestes courtes de 20 minutes. Et il y avait quelque chose qui s'appelait le nappuccino. Je crois que c'est anglo-saxon. Et D'accord. tout simplement, tu prends ton petit shot de café, tu vas dormir, et au final, 20 minutes plus tard, le temps que le café aille dans le sang, plus le fait de toi faire ta sieste, tu te réveilles avec un espèce de shot de vivacité et de motivation pour finir ta journée et être au top, en fait. Et du coup, ils appelaient ça le nappuccino. Je trouvais ça super D'accord. intéressant. Du coup, tu peux te demander, est-ce que si j'ai une marque de boisson énergisante, si j'ai une marque de café, etc., est-ce que je pourrais pas associer ce rituel de nappuccino ou de sieste avec la manière de consommer mon café ou ma boisson? Et est-ce que ça pourrait pas faire tilt chez les gens et se dire, ah bah ouais, bah moi j'ai le temps, je suis freelance, je suis indépendant, j'ai souvent un petit pic vers les 14h30, 15h, etc. Bim, je peux faire une sieste en buvant ma boisson avant et je me réveille en forme. Donc voilà, on peut intégrer ce genre de choses dans sa propre marque, quoi. Je trouve que ça fait sens. Je sais pas pour toi, mais Si, si, carrément, mais je pense, quand tu réfléchis à tout ça, que tu te mets à observer tout le marketing d'un paquet de marques, c'est exactement ce qu'elles font. C'est d'associer soit un mode de conso, soit un moment de consommation. Et de réussir à faire le. En fait, enfin, c'est tout con, mais c'est quoi? C'est le chien de Pavlov, un truc comme ça? Je sais pas si tu Pavlov connais Dog. ce. Comment? Pavlov Dog, ouais, en anglais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est de faire, d'associer un moment ou un déclencheur avec autre chose. Et du coup, si tu arrives à associer ta marque, ton produit à ce genre de choses, mettons, enfin, le truc de base, si on pense au spiritueux, mais qui est évidemment pas possible avec la loi Evin, c'est tu penses fête, tu penses alcool, tu vois. Si Enfin, ou c'est ce qu'a voulu faire, je sais pas, si on pense à Mister Cocktail, des trucs comme ça, ok, sans alcool, la fête est plus folle. C'est comment réussir à associer un moment, la fête, avec une boisson sans alcool. Mm. Donc, Ouais. créer ce genre de réflexe. Euh, Là, on parlait de café Calva, c'est ah tiens, je prends mon petit café après le déjeuner. Ah, mais ah oui, mais tiens, je vais le prendre avec un Calva. Tiens, je vais me prendre une pinte au pub après le boulot. Ah, mais je vais prendre un shot avec. Et si tu arrives à créer des réflexes comme ça, Mm. bah, t'as gagné, quoi, tout Ouais, tu crées simplement. des marqueurs dans la tête des gens et puis au final, ils sont habitués. Et puis après, il faut qu'ils aiment, hein, forcément. Mais en tout cas, ouais, Et c'est très puissant, parce que si tu regardes, enfin, tu vois, je sais pas,
T'as des gens, c'est systématique, après le dîner, il y a le Dijon, ça se passe comme ça, quoi. Effectivement, il y a un côté religieux, quoi. Il y a personne qui remet ça en question, c'est comme ça. Sauf les spiritueux sans alcool, attention. Voilà. Mais ouais, effectivement, quand tu fais un gros plat, par exemple, là, les fêtes vont arriver, tout le monde Mm. va se taper 1000 Noël à la suite, et puis on va tous avoir mal au ventre après chaque repas, et puis on doit quand même faire 3 repas par jour, et on n'en peut plus et tout. Bah, le petit shot de chartreuse à la fin du repas, il va faire du bien à chaque fois, quoi. Donc c'est vrai que ouais, Exactement. rien que pour digérer, rien que ça d'ailleurs, ça serait intéressant de regarder d'où le digestif vient. Enfin, rien que son nom. Enfin, voilà, c'est quand même de l'alcool. C'est un digestif, donc c'est fait pour digérer. Donc, Ouais, du mais coup, c'est ça vient de simplement là. que les spiritueux, on appelle les eaux de vie, ça a été à la base créé avec pour des vertus médicinales. Ouais. Si tu penses à la chartreuse, c'est plein de plantes différentes qu'on mélange, qui ont des propriétés, chacune des propriétés qui peuvent aider à digérer, par exemple. Mm. Donc c'est Ouais, aussi puis simple que ça. spiritueux, ça vient d'esprit aussi, ça vient de la Ouais, spiritualité. Et au puis final, il y en a beaucoup qui ont, beaucoup dans la religion, beaucoup de moines ont fait ça, même les bières, si on retourne sur le côté bière ou sur le côté chartreuse, enfin voilà, il y a toujours quelque chose de biblique, de spirituel derrière, il y a toujours une narration un peu ouais, élevée, mais quoi. au-delà de la narration, c'est qu'à la base, toutes ces boissons ont été créées pour certaines vertus pharmaceutiques ou santé, qui évidemment sont largement critiquées désormais, mais enfin, tout ce qui est plantes, enfin, on parle de chartreuse, de choses comme ça, de funéraires, c'est parce qu'elles ont des vertus, enfin, c'est l'équivalent de la tisane, hein, tout simplement. Ouais, c'est Mais sûr. sauf que c'est figé, enfin, grâce à l'alcool, et voilà. Ouais. En tout cas, ce côté druidique est vraiment intéressant. Est-ce qu'on est Et des druides des temps modernes quand on fait un spiritueux aujourd'hui ou une boisson alcoolisée ou autre? C'est à se demander. voilà, et c'est la même logique sur l'apéritif. C'est d'autres recettes qui vont ouvrir l'appétit, justement. Ouais, carrément. En tout cas, Voilà. si vous qui nous écoutez avez des idées sur vos propres rituels que vous pourriez faire pour votre boisson, ou si ce podcast vous rappelle des rituels que vous avez vécus ou que vous connaissez ou dont on n'aurait pas parlé dans l'émission, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et on peut discuter autour de ça. Je pense que c'est assez passionnant comme sujet, Ouais. les rituels. Voilà. Et ça fait plein de pistes, ouais. Si on veut monter un truc, il y a de quoi faire en termes Ouais. d'association. Réfléchissez à ça pour votre stratégie de marque. Voilà, Ce sera tout pour aujourd'hui. exactement. Bah, abonnez-vous. Voilà. Yes. À Allez, plus. ciao. Ciao, ciao.